Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. Je reçois aujourd'hui Solène Niederkorn. Solène Niederkorn est podcasteuse. Elle a un podcast qui s'appelle FinScale en 2 langues depuis quelques semaines. Quelques semaines, c'est ça. Elle va nous raconter son parcours, ses coulisses, comment elle a eu l'idée de créer son podcast, comment elle est organisée et comment elle envisage de se développer dans les prochaines semaines. Salut Solène. Salut Christopher. Bon, tu vas bien ? Ouais, merci pour l'invitation. Écoute, je t'en prie. Solène, tu n'habites pas à Paris, donc tu es une habituée du train, c'est ça, hein, tu nous viens du Luxembourg, ouais. Bon. Je prends le TGV. Bon, ça va, c'est 1h30, non, 2 heures. 2 heures, ouais. Bon, ça se fait Ça bien. se fait sans problème. Mais tu es à Paris quasiment chaque semaine. Quasi, ouais. Bon. Est-ce que c'est la tradition dans ce podcast, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? On ne va pas encore parler de ton activité de podcasteur, mais avant tout de ton parcours jusqu'à présent. Top. Eh bien, écoute, moi, je suis basée au Luxembourg. Je suis franco-luxembourgeoise. J'ai grandi à Paris. J'ai fait mes études à Paris et puis j'ai un petit peu travaillé en finance tout début de ma carrière en France. Et puis, assez vite, je suis allée en Belgique. Mon premier vrai job, on va dire, c'était dans un grand groupe financier qui s'appelle UBS, qui a des dizaines de milliers d'employés dans le monde, pour monter avec l'équipe en place toute l'activité de gestion de fortune. J'y suis restée quelques années et puis j'ai bougé au Luxembourg pour rejoindre un autre groupe financier qui s'appelle Lombardier, qui est également un groupe en gestion de fortune. J'y suis restée quelques années également et j'étais à chaque fois dans les premiers employés. Là, chez Lombardier, j'étais la première employée de l'entité luxembourgeoise. Okay. Donc, c'était hyper entrepreneurial comme expérience. Et puis, en parallèle de mon activité en 2015, étant donné que je voulais entreprendre, j'ai créé une première boîte. Et l'idée étant de mettre en place une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les médecins. J'ai fait ça. Rien à voir avec la finance, du coup ? Non, absolument pas. J'ai fait ça avec mon mari, en fait, qui était mon CTO. Okay. Le soir et le week-end. J'ai bien senti au bout d'un an que c'était compliqué de le faire toute seule. Et donc, j'ai rejoint un incubateur de start-up. Finalement, à l'issue de cette année avec cet incubateur, j'ai lancé une marketplace pour acheter et vendre des objets de seconde main. Donc, j'ai pivoté à 360. Okay. J'ai lancé quelque chose qui n'avait rien à voir. Mais voilà, j'étais déjà un petit peu plus aguerrie j'ai développé cette plateforme en fait, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Mais ça a été formidable parce que ça m'a permis d'être crédible, un peu plus crédible dans le milieu des startups et de rejoindre une startup. Donc, tu avais essayé de lancer un peu un Doctolib dans un premier temps et un Bon Coin, c'est ça ? Ouais. Ça existait déjà, le Bon Coin ? Ça existait, tout à fait, ouais. Mais à l'époque, au Luxembourg, il n'y avait pas encore Facebook Marketplace et il n'y avait vraiment rien. Aucun moyen de vendre des objets en seconde main. Parce que le Bon Coin n'est pas au Luxembourg, c'est ça ? Ça me paraît tellement évident aujourd'hui, nous, ici en France. Mais... Non, tu avais quelques biens, mais spécifiquement sur le Luxembourg, il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai itéré, j'ai développé cette plateforme. J'ai eu quelques utilisateurs quand même, mais ça n'a pas décollé comme je voulais. Mais encore une fois, ça a été super parce que j'ai pu comme ça un peu reformater mon disque dur et puis découvrir l'entrepreneuriat. Et j'ai rejoint après une start-up qui développait un produit dans la RegTech. Donc, c'est tous les sujets de conformité réglementaire. C'est pas très sexy, mais c'est super intéressant. Ouais. J'y suis restée pendant 2 ans. J'ai appris énormément de choses. En fait, c'était le moyen pour moi de savoir ce que c'était que de travailler vraiment en start-up. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans comme product manager. Et puis, j'ai décidé de les quitter il y a 3 ans pour me lancer comme indépendante avec, on va dire, 3 grandes activités. Une activité d'administrateur indépendant c'est une activité qui se développe beaucoup dans le secteur financier. Je fais pas mal de conseils aussi pour des scale-up ou des startups en fintech. Je suis podcasteuse. Ok, donc voilà, on arrive enfin au sujet. Tout à fait. Et donc la finance, c'est quelque chose qui te passionne parce que quand même pour travailler dans les RegTech, donc ça doit être assez lourd, assez fastidieux, beaucoup de documentation. Très contraignant aussi. Je pense qu'il n'y a pas tellement de place pour
la créativité ou l'imagination, ou peut-être que si. Détrompe-toi. Écoute, alors moi j'ai toujours été fascinée. Je connais pas du tout ce milieu. Alors j'ai toujours été fascinée par la finance. Je voulais commencer en fusion-acquisition ma carrière. Finalement, ça s'est passé je suis partie dans la banque privée, mais j'aimais beaucoup la banque d'investissement et toutes les techniques financières. Donc j'ai fait des études de finance à l'origine à Dauphine et à la Sorbonne. Et moi, j'aime bien ce côté vraiment hyper technique. J'aime bien les chiffres. Et donc, si tu veux, j'ai toujours été hyper passionnée par tout ce que j'ai fait. Ce qui m'intéressait au départ de ma carrière, c'était plus la gestion, parce que je faisais de la gestion pure, donc je gérais des avoirs financiers. Et puis, après les différentes crises qu'on a connues en 2008, j'étais un petit peu dégoûtée par ça. Et c'est là que je suis tombée dans le réglementaire. Alors, je ne fais pas que ça, mais ça m'intéresse beaucoup parce que ça structure énormément le secteur financier. Et donc, en fait, si tu développes du business dans ces activités en finance, il faut que tu connaisses super bien la réglementation parce que c'est un peu les règles du jeu. Donc, c'est vraiment toujours ce qui m'a drivé. Et malgré tout, même si ça n'a pas l'air, tu peux quand même être créatif. Après, il faut le faire intelligemment et dans les règles de l'art. Donc, il y a des règles à respecter. Mais j'ai vu énormément de créativité, mais même, tu vois, dans la structuration, quand je faisais de la structuration de produits structurés, quand on travaillait avec mon structureur. Rappelle à nos auditeurs ce qu'est un produit structuré quand même. Donc, un produit structuré, c'est un produit financier qui est composé, par exemple, d'options et qui te permet, par exemple, d'avoir un rendement capital garanti avec une prime, avec une rentabilité additionnelle, on va dire. C'est des produits qui sont quand même assez risqués, dans lesquels tu as toujours des risques inhérents, bien sûr, que ce soit des risques émetteurs, des risques liés à la volatilité du produit, etc. Mais j'aimais bien parce que déjà, à cette époque-là, je trouvais ça hyper créatif. Et maintenant, au quotidien, avec mes clients, c'est vraiment tu peux vraiment créer des produits financiers hyper innovants pour servir une clientèle donc consumer comme toi et moi. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue tech, c'est hyper novateur, mais il faut que tu fasses rentrer un peu des ronds dans des carrés et que ça plaise quelque part aux régulateurs. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer n'importe quel produit structuré. Il faut que ce que tu mets sur le marché soit validé, c'est ça, par le régulateur. Oui, tout à fait. Donc il y a vraiment des règles au niveau de la distribution, la façon dont tu conçois, dont tu communiques à tes clients. Et derrière, on va dire en back-end, dans les coulisses, il faut vraiment que tu reportes toutes les activités que tu fais, que tu aies un suivi du risque et de la conformité qui est hyper stricte. Alors, rien à voir avec le sujet de ce podcast, mais sur la crise de 2008, tu étais où, toi, en fait? Moi, j'étais en gestion. J'étais en gestion. Si tu veux, je t'en parle rapidement, mais j'étais en gestion dans le sens où, donc en banque privée, les clients te confient des avoirs et tu as des mandats de gestion discrétionnaires ou de gestion conseil. Ça veut dire que le client te délègue la gestion. Ce qui était très particulier à ce moment-là, c'est qu'en général, dans les différentes classes d'actifs, enfin moi, c'est ce que je retiens, les différentes classes d'actifs, en général, quand les actions se pètent la figure, tu as tendance à aller vers l'obligataire. Et en fait, c'était incroyable, à cette époque-là, tout se pétait la figure en même temps. Enfin, et tu avais vraiment un risque systémique, c'est-à-dire un risque que les banques tombent en faillite. Donc, il y a eu quelques faillites de banques, mais grâce, en fait, justement au soutien des États, on a pu éviter une crise financière majeure au niveau mondial. Et donc, c'était très, très perturbant quand tu étais en gestion parce que tu voyais des paumes dans les portefeuilles qui étaient terribles pour les clients. Donc, déjà, il y avait un risque, je trouvais, moi, en tout cas, moralement, ça m'avait pas mal atteint, mais aussi, tu te demandais où le secteur financier allait aller et si vraiment on allait être face à une crise systémique. C'est vraiment, moi, ça a été assez marquant dans ma carrière. Juste pour comprendre un peu les mécanismes de ce secteur, sans refaire le procès, on n'est pas du tout là pour ça, mais est-ce que le régulateur, à l'époque, n'était pas censé justement s'assurer que les produits, parce que c'était un peu une crise aussi des produits toxiques, est-ce qu'il n'était pas censé s'assurer que ces produits étaient pas si toxiques que finalement ils l'ont été? En fait, ce qui était très, très problématique, c'est que tout était imbriqué et ça a été comme une réaction en chaîne. Alors en effet, et c'est pour ça qu'il y a eu quand même des mesures qui ont été prises par après, il y avait en effet ils avaient mis des couches et des couches et des couches dans les produits. En fait, tu n'avais plus du tout de transparence sur les produits, tu ne savais plus vraiment de quoi c'était composé. Et c'est marrant parce que la leçon que moi j'en ai retenue à titre professionnel, c'est que en gros, si tu comprends pas très bien comment ça fonctionne derrière, autant ne pas y aller.
Donc, oui, et suite à ça, il y a eu vraiment une avalanche réglementaire et on va dire que le secteur financier s'est vraiment mis au carré et a mis en place des mesures, notamment en matière de capitaux propres, pour permettre aux établissements financiers de pouvoir se capitaliser correctement pour pouvoir affronter les crises à venir. Et ça a déjà servi, quoi. Donc, très clair. Cela dit, c'est pas si éloigné du sujet parce que donc, tu as créé ton podcast. Tu vas nous expliquer comment tu en es venu à créer ton podcast. Ouais. Mais j'imagine que ça fait peut-être aussi partie des missions que tu t'es donné avec ce podcast, de faire de la pédagogie et de rendre tout ça un peu plus lisible et plus transparent au final. Ouais. Mais si on rembobine encore un peu, donc ton podcast, tu en as parlé à la fin de ta présentation. Comment t'en es venu à créer ce podcast FinScale ? Alors, il y a deux choses. La première des choses, c'est que j'ai découvert en fait le podcast grâce à quelqu'un que tu connais bien, que je connais bien maintenant, qui s'appelle Mathieu Stéphanie. On parle de lui dans chaque épisode. Au cours, non mais c'est formidable. Au cours, je vais te dire très exactement, je me souviens la première fois que j'ai écouté un podcast, c'était le podcast de Mathieu, et c'était une course. J'étais partie pour un entraînement de course, parce que je cours pas mal, et j'ai découvert Génération Do It Yourself. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire ce média. C'était quel épisode, tu te souviens ? C'était l'épisode Blitz Motorcycle. C'était un des, on va dire, dans les 30 premiers ou 40 premiers de Mathieu. Et en fait, je les ai écoutés. J'ai écouté toute la série jusqu'à cet épisode-là en quelques jours. Donc, je me suis vraiment partie Génération Do It Yourself et je me suis dit, c'est génial. Pourquoi j'ai jamais été sur l'app podcast avant ? Donc, pendant plusieurs mois, j'ai écouté plein de podcasts et en fait ce qui était marrant c'est que ce que je faisais c'est que je contactais les podcasteurs en disant vraiment super bravo, enfin je trouvais ça sympa de créer un lien et puis de suivre finalement ce que les invités racontaient. Donc après suite au podcast, prendre contact aussi éventuellement avec certains invités dont je trouvais les parcours intéressants. Et puis c'est en fait mon fils qui m'a orientée vers ça, puisque il me parlait tout le temps de chaîne YouTube. Je veux créer ma chaîne YouTube. Et je disais mais attends, il y a mieux à faire avec le podcast. Il faudrait que tu lances ton podcast, si tu veux, je peux t'aider, etc. Et puis pour me renseigner, j'ai pris contact avec Mathieu, on a pris un café. Et puis, il a très gentiment partagé 2-3 tips avec moi. Et puis, je suis revenue donc, dans mon TGV Paris-Luxembourg. Et je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui devrais lancer mon podcast. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Donc, j'étais à cette époque-là chez une de mes clientes à qui j'en avais un petit peu parlé et qui m'a dit, écoute, Solène, franchement, vas-y, sinon, tu ne vas jamais le faire. Et puis, le Covid est arrivé. Et en fait... j'avais tellement cette envie de créer depuis toujours, et je l'ai toujours eu dans ma carrière, ce soit donc créer des produits financiers, participer à la création d'une nouvelle entité au sein des groupes dans lesquels j'étais ou d'un nouveau service. J'aime bien, tu vois, créer. Donc je me suis dit, finalement, c'est super, je vais créer ce podcast. Et je préfère même pas dire comment j'ai trouvé le nom et comment j'ai développé mais c'était vraiment en mode... Si, justement, faut que tu me dises. Ça fait partie de tes coulisses. Donc je me suis dit, je vais lancer ce podcast, et en une semaine, j'avais mon logo, le nom et le concept. Voilà. Parce que tu vas vite en règle générale, ou bien parce que tu as eu de la chance. Comment tu as fait pour aller aussi vite ? Alors, je suis assez rapide en matière d'exécution. En général, quand tu me donnes... il faut toujours que j'ai un os à ronger. Voilà, ça c'est mon point. Mais en revanche, dès que j'ai mon os, j'y vais, quoi. Et en fait, c'est vraiment en une semaine, j'ai contacté un ingénieur, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé un site pour héberger mon podcast. J'ai créé le visuel sur Canva, mais vraiment hyper rapide. Le nom, donc toi-même, toi-même, donc tu as tout créé toi-même. J'ai tout créé moi-même. C'est le logo qu'on voit actuellement. Exact. Ouais, j'ai pas changé, je le trouve pas mal. Qu'est-ce que t'en penses ? Il est bien. Ça va ? Efficace. Et puis, en fait, je me suis dit, j'avais envie de créer ce podcast, mais j'avais envie, parce que j'aime beaucoup le partage. Tu vois, je partage beaucoup professionnellement. J'ai toujours plaisir à partager mon expérience et aussi à recevoir quand les gens ont des choses à partager. Je suis hyper preneuse. Et en fait, je me disais, finalement, le temps, ça m'avait pris beaucoup de temps. Tu vois, quand j'ai quitté la banque et que je suis passée dans le monde de l'entrepreneuriat, j'avais mis beaucoup de temps à comprendre comment tout fonctionnait, comprendre comment fonctionnaient les écosystèmes, mais même la sémantique, la terminologie, plein de mots barbares que je ne connaissais pas. Et je me disais, finalement, si je devais me former, moi, Solène, en 2015, quand j'ai créé ma boîte, il y a plein de sujets que j'aimerais partager. Ça, c'est une première chose. Et puis, je me rendais compte avec mes clients qu'aussi, quand tu crées dans le secteur financier des startups, tu es tellement loin en
fait, de toutes les règles, de comprendre toutes les règles, que souvent, tu te prends un petit peu des portes au départ. Donc, je me suis dit, finalement, je vais réunir ces deux mondes, puisque moi, je connais la finance traditionnelle et puis la fintech super bien. Et je vais faire un podcast qui réunit ces deux mondes avec des invités, des fondateurs ou des fondatrices de start-up, des gens qui œuvrent dans le secteur financier au sens large et qui apportent de l'innovation. Et je vais expliquer comment ça fonctionne, mais vraiment, c'est-à-dire avec les yeux de quelqu'un qui vient du secteur financier. Et c'est pour ça que je suis partie de ce tout premier épisode que j'ai fait avec Amélie Madinier, qui est la directrice du village Baïséa au Luxembourg, qui est une bonne copine. Je lui ai dit, écoute, il me faut un premier épisode, est-ce que tu es prête ? Et la seconde, c'était Aglaé Touchard-Le-Drian, qui est gérante chez Raise en capital investissement, capital risque en France. Et les deux ont hyper gentiment accepté de faire ces deux premiers entretiens. Et en fait, ça n'a jamais changé depuis. C'est-à-dire que j'ai eu, on va dire, presque 150 épisodes depuis. Et c'est toujours, l'objectif, c'est vraiment toujours, à chaque semaine ou chaque épisode, apprendre quelque chose sur le secteur financier d'un point de vue vraiment hyper large, réglementaire, tech, vraiment que ce soit un apprentissage à chaque fois et qu'on découvre comment cette société a mis en musique, donc avec toute l'équipe, ce beau projet. Donc, c'est pas centré forcément sur le fondateur ou la fondatrice ou l'entrepreneur, mais c'est vraiment le focus est sur la boîte elle-même, la société. Alors, à qui tu t'adresses avec ce podcast ? Alors, je m'adresse à des gens qui sont forcément plus dans le secteur financier ou qui s'intéressent à ce qui se passe dans le secteur financier et qui veulent comprendre vraiment comment ça se passe, mais avec des mots simples. Donc, il y a de mon côté énormément de travail en amont pour comprendre en fait le business model de la boîte et un petit peu faire des ponts et essayer de simplifier pour rendre accessible. Alors, c'est sûr que si tu t'intéresses, par exemple, aux finances personnelles, ça t'intéressera parfois, mais pas systématiquement. Donc, c'est quand même toujours pour des gens qui travaillent dans le secteur financier, l'assurance, la banque, l'investissement, la crypto, le regulatory, etc. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, Solène Niederkorn ? J'imagine que c'est une source d'enrichissement, on va dire intellectuel, assez forte. Ouais. Donc, ça, c'est la première. Ça faisait partie de tes objectifs aussi quand tu lançais ton podcast Ah oui, alors mon d'apprendre. objectif, c'était de diffuser ce savoir au travers de la bouche de mon invité, et moi, mais aussi d'apprendre. Et donc, je ne sais pas si tu imagines, mais donc, depuis que j'ai lancé il y a 3 ans, j'ai analysé 150 boîtes et vraiment dans le détail pour chacune d'entre elles. Donc, le premier objectif, en tout cas à titre personnel, c'est d'apprendre. Et l'autre, on va dire, effet secondaire que j'en retire, c'est, et ça me fait hyper plaisir, quand je sais que mes invités sont contactés par des auditeurs qui veulent faire du business avec eux. Je n'en tire absolument aucune... je retire financièrement rien, mais ça me satisfait de savoir que ça a pu inspirer des gens, ça a pu mettre... connecter des personnes entre elles qui ont généré... Et que ça a généré quelque chose des nouveaux projets, des nouvelles choses. Parfois, on me sollicite et je fais volontiers l'intro, mais... Parfois, et c'est arrivé il y a peut-être 2 mois, j'étais à un event et quelqu'un vient me voir en me disant vous savez, j'écoute beaucoup votre podcast et alors j'ai entendu parler de telle société, je les ai contactés, donc j'ai investi chez eux. Alors c'est top quoi. Alors les gens, il y en a qui me le disent, puis il y en a qui ne me le disent pas, mais c'est vraiment une grande source de satisfaction pour moi. Tu as touché du doigt un sujet important qui te caractérise bien. Et tu me disais ça d'ailleurs avant qu'on enregistre. Tu me disais, j'ai absolument rien préparé. Moi, tu sais, je prépare tout. Donc justement, si on parle un peu de tes coulisses, combien de temps ça te prend pour analyser les invités ? Alors déjà, peut-être une question avant celle-là. Comment tu sélectionnes tes invités ? Est-ce que tu fais ce travail d'analyse avant même de te dire, tiens, je vais peut-être les inviter ? Ou bien comment tu es organisé ? C'est quoi la séquence avant que ton invité se retrouve devant ton micro ? Alors, l'avantage, c'est que vu que ça fait 20 ans déjà que je travaille dans le secteur, je connais quand même très, très bien le sujet. Tu vois, j'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière. J'ai bossé dans le bancaire, dans les fonds, dans la crypto. Donc, je connais beaucoup les sujets. Donc, je sais quand même, et vu que ça fait, on va dire, 4-5 ans que je fais de la veille sur toutes ces boîtes, il y a quand même des boîtes que j'identifie, que j'ai identifiées. Donc, j'ai toujours des boîtes en tête qu'il faut absolument que j'invite pour telle et telle raison.
Après, je fais une veille en continu de tout ce qui se passe. Enfin, j'essaye dans la mesure du possible. Je me connecte vraiment de façon continue avec les écosystèmes fintech européens. J'ai beaucoup de discussions avec des boîtes early stage pour voir ce qu'elles deviennent. J'ai des VC qui m'envoient de l'info avec lesquels j'échange. Donc, j'ai, on va dire, cette veille continue que je n'ai jamais arrêtée depuis quelques années. Et qui m'aide aussi pour mes clients. Donc, je fais ça de toute façon pour mes clients. Donc, je ne considère pas que ça fait vraiment partie de mon podcast. Après, donc, j'ai mon planning qui est organisé, allez, on va dire 2-3 mois à l'avance, où je sais exactement qui a accepté de me parler, qui est content de passer sur mon podcast. Et je planifie des batchs. En fait, les gens n'en reviennent pas, mais ça me prend 2 jours par mois. Donc c'est assez fou. Ouais. Donc, comment c'est possible 2 jours par mois, raconte. Alors, je rationalise. Donc, FinScale est un podcast hebdo. Tu as un épisode par semaine. Hein. Et 1 sur 2 en anglais en plus. Et 1 sur 2 en anglais en plus. J'en ai 6 par mois. Tout ça, ça te prend 2 jours par mois. Ouais. Alors, je suis hyper rationnelle sur les enregistrements. Donc, j'en fais un toutes les 2 semaines en remote, donc en distanciel, parce que j'ai des invités parfois de San Francisco, Boston. Donc, ça, je ne peux pas faire autrement. Ou alors, quand je vais à New York, j'en fais. Tu sais, j'essaye où je sois, il y a toujours moyen de faire un enregistrement. Donc, même quand je suis au ski, j'en casse toujours. Avec ton matos. Ouais, c'est ça. Et puis, quand je suis en vacances, parfois, j'en enregistre parce que j'ai des invités qui sont pas loin. Donc, hop, je fais quelques kilomètres en voiture et je vais enregistrer là où ils sont. Ça me prend une demi-journée aller-retour. Je fais ça pendant mes vacances, ça me coûte rien. Mais sinon, je book. Alors, comme j'ai des invités qui sont francophones, souvent sur Paris, je book des journées où j'ai 3-4 enregistrements sur la journée. Donc, je suis hyper focus quand j'arrive et je les enchaîne. Et en fait, je te disais, toujours hyper préparée. C'est-à-dire que c'est pas du tout improvisé parce que j'ai envie que l'invité me livre vraiment de la substance. Et donc, j'ai vraiment envie que l'invité se livre, donc soit à l'aise avec les sujets que je vais amener, parce que parfois, ça peut être assez technique. Et comme c'est quand même pas mal de la com corporate, je suis assez vigilante parce que, comme j'ai travaillé dans des grandes organisations, je sais qu'à partir du moment où ça part, c'est pas que tu peux plus le récupérer, mais presque. Donc, il faut que la personne en face soit à l'aise de me parler de ces sujets-là. Donc, je travaille énormément en amont les sujets. Il y a toujours, c'est-à-dire que je peux avoir 3 invités, par exemple 3 VC, je vais avoir 3 approches complètement différentes sur chacun d'entre eux. Il y en a un où je vais parler de relations investisseurs, un où je vais parler de diversité, et le 3e avec lequel je vais parler de ESG, d'accord. Et en fait, j'envoie en fait ma liste de questions aux invités parce que je veux être sûre qui se sentent à l'aise et de ne pas être passé à côté de quelque chose. Donc, si par exemple, il y a un partenariat hyper relevant que je n'ai pas vu passer, parce que je fais des recherches. Anglicisme, pardon. Pertinent, excuse-moi. Relevant. Ça me pose. C'est le moyen aussi pour l'invité d'ajuster, mais généralement. Tu l'as au téléphone aussi avant ou c'est juste voilà, tu lui partages tes questions. Idéalement 10-15 minutes, juste pour casser la glace et apprendre à se connaître, mais sinon ça suffit les échanges par mail. Comment tu fais pour inciter, forcer entre guillemets tes invités à se plier à ton propre agenda à toi? Parce que c'est ça qui est compliqué quand tu as un podcast de conversation, c'est de faire coïncider des agendas. Toi en plus tu n'es pas à Paris, tu es au Luxembourg, donc j'imagine que tu fais tes enregistrements. Voilà, tu profites d'une venue à Paris pour leur dire. Mais souvent ça peut être assez compliqué quand même d'imposer, de dire voilà, je suis là lundi, mardi. Alors tu sais, en fait, j'ai toujours fait ça dans ma carrière parce que comme j'ai 4 enfants et j'ai toujours beaucoup voyagé dans le cadre de mon boulot. Et en fait, c'était le seul moyen pour moi de voyager aller-retour dans la journée. Et donc, en fait, j'ai toujours planifié. Ça m'est arrivé d'avoir des journées à 8 meetings dans la journée sur Genève, depuis Luxembourg, aller-retour dans la journée. Et en fait, quand tu as eu toujours cette discipline, tu es assez à l'aise et tu sais combien de temps ça prend à peu près. Et les gens ne sont pas aussi organisés à l'avance que ça. C'est-à-dire que quand tu planifies 6 semaines à l'avance, 6 semaines, ça va. Les gens sont libres, en fait. Et puis, je m'adapte. Donc, la clé, c'est bien anticiper et bien être organisé soi-même. Moi, c'est Army-like. Je le dis pas trop, ça fait un peu sectaire, mais pas sectaire, mais... Non, mais c'est quand même une qualité dans l'univers dans lequel tu évolues. J'imagine, dans la finance, une virgule mal placée, ça peut tout changer. Donc, c'est ça. Évidemment qu'on attend des personnes qui travaillent là-dedans énormément de rigueur. Ouais, tout à fait.
Quels outils tu utilises, quels outils tu utilises, je me reprends, pour organiser tout ça? Ta liste d'invités potentiels, par exemple, est-ce que tu utilises Notion? Est-ce que tu utilises un tableau Excel? Ouais, Est-ce alors que j'ai tu un utilises Google un bon Sheet. vieux carnet? Non, j'ai un Google Sheet que je partage avec mon ingénieur. J'utilise Notion pour les invités qui sont souvent dans la tech, donc ils utilisent globalement tous Notion. Donc, c'est-à-dire que tu as des docs partagés sous Notion Ouais. avec tes invités, donc ils viennent, je sais pas, compléter des informations. Qu'est-ce qu'ils viennent faire en Ouais, fait, c'est dans ça. ton Notion? Non, généralement consulter, mais s'ils ont envie de commenter, tu sais, dans 90% des cas, ils font pas de commentaires. Il y en a qui sont hyper studieux, qui me font carrément les réponses. Alors, je les lis pas parce que je veux être un peu surprise. Mais il y en a qui font carrément les réponses, qui sont surpréparés. Je suis hallucinée. Je me dis, non, ils sont super professionnels. Ou leurs équipes de com. Non, souvent, non. Souvent, c'est eux. Ouais, souvent, c'est eux. Hein. Ouais, les équipes de com aussi. Souvent, quand c'est des... Il y a aussi... J'ai des invités qui me sont proposés par des agences de presse, des relations presse. Alors, souvent, je les avais déjà identifiés, donc je suis très contente. Comme ça, je n'ai pas à faire l'effort de contacter l'invité. C'est lui qui vient à moi. Donc, je donne aussi accès à Notion. Qu'est-ce que j'utilise comme outil également? Mon hébergeur, mon site web sur Card à $5 par mois. et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ok, et donc sur la prod, tu nous disais que tu faisais appel à un ingénieur du son. Ouais. Dès le départ, tu n'as jamais essayé de faire du montage toi-même? Ça ne m'intéresse pas. Ok. Non, ça ne m'intéresse pas. Et puis, c'est pas mon truc. Je serais pas bonne. Donc, j'ai tout de suite... parce que, je veux dire, pour pouvoir faire juste en 2 jours tout ça, je sous-traite. En fait, regarde, donc je prends l'exemple d'un jour où je vais à Paris. Le mardi matin, je prends mon train à 6h du mat. J'enchaîne jusqu'à 10h du soir. Et en fait, entre chaque épisode, je réécoute la bande. Donc, c'est pour ça que les épisodes ne peuvent pas durer trop longtemps. Parce que je réécoute. Je prépare mes intros parce que j'ai des intros en chaque épisode. Bon, avec ChatGPT, je pourrais peut-être améliorer mon process. Et en fait, mon ingénieur reçoit à minuit tout pour pouvoir monter les épisodes. C'est-à-dire que, en fait, le lendemain matin, je ne veux plus en entendre parler. D'accord. Et quand je te dis j'ai 2 jours, ta journée consacrée à ça. Voilà, et basta. Et l'autre journée, c'est vraiment si tu cumules donc le temps passé à booker les rendez-vous ou préparer les interviews que je prépare généralement le dimanche soir. Voilà, c'est une journée à peu près. Ok, très bien. Et donc, tu assures quand même la captation, c'est ça, hein, parce que tu dis que tu as un ingénieur du son qui fait la post-prod, donc le montage. Mais quand tu es avec tes invités, c'est toi qui es avec tes petites machines. Qu'est-ce que tu utilises comme matos? J'ai une platine Zoom, mais un truc énorme. Ah ouais. Vraiment super. Ok, t'as pris la grosse. J'ai plus son nom. Mais, Zoom L8, je crois. J'ai des micros Rode, super bonne qualité. Prise de son, j'ai déjà fait dans la rue. J'ai déjà fait des épisodes vraiment dans des endroits hyper bruyants. Et c'est super bon matos. Mes écouteurs et je me balade avec mon matos. C'est ton ingé son qui t'a un peu montré les rudiments ou c'est t'as appris par toi-même? J'ai regardé des vidéos YouTube et j'ai eu du support de mon mari qui est super bon en son. Donc, ok. Voilà. Qui n'a rien à voir avec l'univers du podcasting. Pas du tout. Il a l'air d'être un peu tech. Très parce que tech. Le très tech, ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est lui qui m'a fait mes achats de matos parce que je sais que je peux lui faire confiance. C'est vraiment le son dans la famille, c'est lui qui gère. Et donc moi je suis évidemment abonné à ta newsletter parce que je l'ai pas précisé, mais évidemment que le podcast de Solène FinScale fait partie du label Orso Media. Tes newsletters sont assez denses, donc il y a beaucoup de matière dans ces newsletters. Ouais. À quel moment tu les écris, tu les produis? Est-ce que tu réutilises du contenu que tu as déjà fait dans le cadre de ta préparation en amont de tes épisodes? Comment ça fonctionne? Alors, donc, comme l'objectif, c'est encore une fois de rendre ces sujets-là accessibles pour des gens qui sont dans le secteur, mais qui ne sont pas dans le quotidien sur ces sujets, par exemple, je vais te dire, tout ce qui est trésor, fiat, crypto, ça concerne quand même un nombre très limité de personnes, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui s'y intéressent. En fait, ma newsletter, elle recense, et je mets du liant, mais ma préparation pour l'épisode, ou si je vois des termes et des sujets qu'on a abordés qui ne sont pas suffisamment approfondis, elle a vraiment vocation à apporter un élément de clarté sur ces éléments-là. Donc, par exemple, je vais en publier un dimanche c'est hyper technique sur
les exigences réglementaires en matière de crypto entre la Suisse et l'Europe, tu vois. Donc, c'est vraiment hyper niche, mais c'est super intéressant. J'ai pris exprès une avocate que je connais bien, qui est très, très bonne sur ces sujets-là, donc qui rend les choses totalement accessibles. N'empêche que dans la discussion qu'on a, il y a quand même des éléments où je me dis, tiens, l'audience va peut-être être un peu perdue sur ça. Et donc, je rajoute ça à ma newsletter, je mets un résumé de l'épisode et puis également un petit focus sur la boîte, le nombre de salariés, etc., pour vraiment contextualiser. Et je le fais en anglais également. Donc là, j'ai j'ai un proofreader qui me relit mes textes parce que je suis pas native anglophone. Je parle très bien anglais, mais à l'écrit, j'ai pas la patte anglaise. Donc elle est proofreader, mais donc je fais l'effort de le faire dans les 2 langues. Est-ce que tu as déjà des invités que tu rêverais d'avoir, enfin en tout cas que tu rêverais évidemment, mais qui est réaliste quand même, et que tu n'as pas réussi à avoir et que tu travailles. Écoute, j'aimerais bien avoir quelqu'un de chez PayPal. D'accord. Voilà, donc, bon, si un auditeur de PayPal nous écoute, voilà, envoyez PayPal, un petit mail en interne. J'aimerais bien avoir quelqu'un, mais je ne désespère pas d'y arriver, le CEO de Y Combinator, le nouveau CEO. Voilà, qui ai-je que je n'ai pas... Christine Lagarde, je me suis encore pris un vent récemment, mais je ne désespère pas, je vais finir par Pour quelle raison? l'inviter. C'est quoi? Une raison polie, agenda surchargé? Bien sûr, écoute, oui, c'est quand même... Elle a déjà fait des podcasts? Ah, je sais pas, peut-être, ouais. Christine Lagarde, c'est une femme que je trouve assez épatante. C'est vraiment une rôle modèle. Une femme qui a beaucoup de choses à raconter. Il y a des positions intéressantes qu'elle a prises récemment dont j'aimerais débattre avec elle. Voilà, mais j'espère qu'un jour, elle me fera l'honneur. Non, après, il y a plein de super invités. On va la taguer. Et tu sais, comme j'ai lancé le format anglais, je peux aussi aller chercher des invités en Asie, aux US. Ça, c'est super. Là, j'en ai programmé qui sont topissimes. Vraiment, I feel blessed, comme on dit en anglais, de les avoir sur mon podcast. C'est vraiment chouette. Et alors, est-ce qu'il y a des épisodes de ton podcast que tu n'as pas passé, que tu n'as pas diffusé? Ouais, alors j'en ai. Ouais. T'es pas obligé enfin, si tu veux, tu dis. Non. Alors, c'est intéressant de connaître les raisons. Je suis hyper transparente avec les invités. Si je trouve que c'est pas au niveau et que ça les met pas en valeur, je leur dis que je vais pas publier en l'état. Ça m'est arrivé de réenregistrer parce que l'invité était pas en forme et je connais bien cette personne et je trouvais que cette personne n'était pas au top. Donc je lui ai dit, écoute, on refait. Écoute, mais je sais pas ce que tu penseras de l'épisode, mais je pense que t'es pas au top. Est-ce que t'es OK pour qu'on le refasse? Et franchement, si t'es hyper transparent, tu sais, moi je suis assez adepte de la transparence radicale. Si t'es hyper transparent et que tu dis les choses comme ça, les gens... Non, mais là c'est OK parce que en plus tu laisses l'opportunité, la possibilité de refaire un épisode. Ouais. Donc évidemment, l'invité, il y a de grandes chances qu'il soit OK. Ouais. Mais c'est peut-être un peu plus délicat, plus compliqué d'annoncer à un invité que son épisode, tu le diffuseras pas et puis tu n'as pas spécialement envie de le refaire non plus. Ça m'est arrivé, mais parce que le service de com me mettait des bâtons dans les roues et c'était trop politique, donc j'ai préféré lâcher l'affaire. Et je sentais que mon invité n'était pas 100% à l'aise non plus, donc au des secours. Bâtons dans les roues, dans le sens où il y avait... C'était quoi? C'était de la langue de bois, beaucoup de choses que... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, le problème en finance. Donc, tout le monde est très vigilant. Et à juste titre, quand c'est des boîtes cotées, il faut faire super gaffe. C'est pour ça que je laisse quand même toujours la possibilité de faire des édits. Quand c'est des boîtes cotées, tu es obligé... Si vraiment il y a de l'information confidentielle qui sort, tu peux pas le publier. Donc, je laisse cette possibilité-là. Dans 90% des cas, personne ne me demande de faire de modifs, mais pour des raisons de conformité, moi, j'accepte d'en faire. Mais uniquement. Ça veut dire que dans ton process, tu fais réécouter l'épisode, tu envoies l'épisode à l'invité avant de le diffuser. Par courtoisie, mais si jamais on me dit, écoute, là, j'ai dit un truc, ça m'est arrivé sur des boîtes cotées, de pas pouvoir, de faire des mini-cuts, mais tu vois, 1 minute, pas plus, mais parce que l'information diffusée n'était pas diffusable. Et c'est une condition sine qua non pour des invités, certains invités. Ouais, j'ai eu un invité hyper prestigieux et ça a été la croix et la bannière
à publier. Mais on y est arrivé. Hein, mais... Quand tu fais ça, tu prends aussi le risque que tu partes dans des allers-retours interminables avec la personne. Ouais, alors je fixe le cadre quand même. Ouais. Voilà. J'ai juste cet invité-là où c'est bon, pour des raisons aussi il y avait vraiment beaucoup trop de parties prenantes et je pense que c'est la seule et unique fois où je l'accepte, mais c'était un invité que je voulais pas louper sur mon podcast. Mais sinon, je fixe les règles quand même en amont. L'idée, c'est pas de faire 15 édits. Hein. C'est voilà. Ah oui, sinon c'est t'as pas fini. Non, sinon t'as pas fini. Ouais. Et justement, quand on est aussi perfectionniste que toi, comment on fait pour aller vite avec un podcast? Parce que on a parlé de Mathieu tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un conseil qu'il donne régulièrement, que je reprends aussi. C'est vrai que quand on lance son podcast, l'idée c'est quand même d'aller vite, d'être régulier. Donc si on passe trop de temps en post-prod, au final, on perd trop de temps. Si on perd trop de temps, on se crame. Si on se crame, on n'a plus envie de le faire. On n'a plus de plaisir à faire son podcast, donc on l'arrête. Et donc, jusqu'où tu places le curseur, toi, Solène? Déjà, j'ai un ingénieur qui me connaît bien. Donc ça, c'est la clé, je pense. Écoute, je suis perfectionniste, mais je suis quand même hyper rapide dans ce que je fais. Après, il y a peut-être... des gens qui sont bien plus perfectionnistes que moi. Donc, je pense que je suis perfectionniste, mais pas outre mesure. Et je suis hyper efficace. Enfin, dans mon boulot, je sais que je suis hyper efficace. Moi, j'ai mon agenda, étant donné que j'ai plusieurs clients en parallèle, et mon podcast. Et évidemment, je m'occupe aussi de mes enfants, de ma famille. Je suis super stricte sur... tu vois, je m'alloue des temps. Et en fait, plus tu as de temps, plus tu bouffes ton temps. Donc, en fait, je me mets vraiment des créneaux horaires dans mon agenda pour faire des tâches. Et je me tiens à ce créneau horaire, whatever. Et si j'ai pas le temps de finir dans le temps imparti, je recrée un... Tu vois, généralement, ça décale pas trop, quoi. Tu t'es déjà posé la question ou t'as déjà songé à lever le pied sur le podcast parce que d'un autre côté, que ce soit au niveau familial ou dans ta vie pro de tous les jours, tu sentais que là, tu pouvais pas tout faire cohabiter? Il y a des moments où je suis stretch quand même. J'ai déjà envoyé des podcasts et des newsletters depuis un aéroport à 4h du matin. Je fais quand même des trucs assez hardcore pour que ça matche. Mais j'ai le sentiment, alors c'est peut-être complètement factice, mais j'ai une responsabilité morale vis-à-vis de mes auditeurs. Et t'en as vraiment qui attendent... l'épisode, là j'ai publié un épisode, il y avait un cut, ça a duré 24 heures heureusement, mais des 5 dernières minutes et ça me rendait malade. Je me disais mince, et j'ai eu des messages de mes auditeurs. Solène, c'est bizarre sur ton épisode de dimanche, il y a un cut à la fin. Donc, tu vois, par moments, je serre les dents quand c'est dur et je prends sur moi. Et c'est vrai que ça m'amène à faire des trucs quand même un peu hardcore, genre rentrer d'un dîner à minuit et terminer ma newsletter jusqu'à 1h30 du mat parce que elle est toujours partie le dimanche matin à 8h, quoi qu'il se passe. Donc parfois, je la finis à l'arrache à 3h du mat, mais elle doit partir parce que j'ai dit que je suis assez inflexible sur ça. Et c'est pas au détriment de ma famille, bien sûr. C'est plutôt au détriment de mes nuits. Oui, c'est ça. Voilà. Mais bon, faut tenir le coup sur la durée. Hein, on peut faire des nuits de 4-5 heures, 4-5 jours d'affilée, une semaine d'affilée, mais bon, au bout d'un moment, faut quand même retrouver ses heures de sommeil. Si on parle un peu d'argent, tu parles de beaucoup d'argent dans ton podcast. Aujourd'hui, ton podcast, c'est une source de revenus, c'est une source de coûts. Comment tu gères ça? Alors, j'ai un podcast qui est quand même assez niche. Tu sais comme moi que tout le monde n'est pas passionné par la crypto, la finance, la regtech et le VC. Donc, l'audience ne permet pas d'avoir des gros sponsors. Donc, j'ai des partenaires qui m'accompagnent, qui sont super, mais c'est pas des énormes contrats, très honnêtement. Pas encore. Pas encore. Donc voilà, c'est des partenaires que vraiment je choisis avec soin parce que j'ai vraiment envie que ce soit une collaboration. Donc c'est vrai que j'ai déjà reçu des propositions de la part d'Orso que j'ai refusées parce que je sentais pas le truc. Donc j'en vis pas. J'en vis pas du tout, mais ça me permet, de couvrir mes frais courants, les déplacements,
l'ingénieur. Et puis voilà, et c'est tellement passion pour moi. Voilà, je me vois pas arrêter. Donc, par moment, voilà, mais j'arbitre pas au profit. Enfin, c'est-à-dire que je n'arbitre pas mon podcast au détriment de mes clients. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que vraiment, je suis hyper disciplinée parce que j'ai pas envie que ça empiète sur le service que je rends aux clients avec lesquels je bosse. Alors, une autre manière de monétiser son podcast ou d'analyser l'aspect financier de son podcast, c'est aussi de déterminer ce que ça t'amène en termes de business, directement ou indirectement, pour ton activité principale. Ouais. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que FinScale, est-ce que tu as transformé par exemple des invités en clients? Ouais, tout à fait. Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai transformé des invités en clients parce qu'au fil des discussions qu'on avait après l'échange sur le podcast, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique sur laquelle je pouvais les aider. Mais à contrario, pour une grande partie des gens, les gens m'identifient comme plutôt une journaliste et n'ont pas en tête en fait tout ce que j'ai fait, parce que je parle pas du tout de moi dans les discussions. Tu me mets pas plus que ça en avant. Ouais. Non, et j'ai pas envie. On en a déjà parlé. Ouais, je sais. Moi, je pense que tu devrais le faire un peu plus. Mais j'ai fait un épisode en fait, tu vois, où je me suis dit bon bah j'ai aussi quelque chose à apporter à mes auditeurs, donc j'ai fait un épisode où c'est moi qui me fais interviewer sur mon propre podcast. C'était une super expérience. Je sais pas si tu l'as écouté. Non, je ne l'ai pas écouté. Pas encore. Bon, c'est hyper technique, mais je pense que ça apportera aux gens qui l'écoutent certainement un éclairage intéressant. Donc j'essaye, tu vois, d'avoir de temps en temps, de mettre plus en avant ce que je sais pour un petit peu sortir de cette image d'animatrice de podcast dans laquelle la case dans laquelle on me met. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, ce podcast me donne une visibilité dans le secteur qui est intéressante et qui est chouette. Oui, parce qu'à côté de ça, tu animes aussi quelques conférences, des tables rondes, tu interviens sur des événements aussi. Oui, c'est ça. Donc maintenant, plus comme speaker, parce que justement, j'essaye de me délester d'image d'animatrice et plus de speaker. Et donc, je suis sollicitée pour faire des retours d'expérience sur des événements en France, au Luxembourg, en Belgique, à Londres. Et ça, je le fais avec grand plaisir. Vraiment super sympa à faire. Est-ce que c'est la raison aussi pour laquelle tu privilégies les enregistrements physiques, pouvoir peut-être créer du lien avec tes invités? Parce qu'on pourrait aussi se dire, tu habites au Luxembourg, la plupart de tes invités sont à Paris, en région parisienne. Tu pourrais aussi être en 100% remote, à distance. Tu le fais pas? Alors, non. Alors, il y a un point... moi, je suis hyper humaine, tu vois, et j'adore le contact humain. Et en fait, tu remplaces pas quand même quand tu fais en Zoom, c'est quand même pas tout à fait pareil. Donc, moi, j'ai besoin d'humain. Et un autre point aussi que j'ai noté, c'est que c'est pas du tout le même genre d'échange que tu as quand tu es en présentiel, quand tu fais à distance. Et moi, étant donné que je parle de sujets qui peuvent être assez abscons et abrupts parfois, j'ai besoin que la personne en face de moi, elle soit pas dans une posture professionnelle, mais plutôt dans une posture, pas une posture, une posture détendue. Et donc, j'enregistre dans des lieux, des cafés, des restos, pour que les gens se sentent à l'aise et soient pas dans cette image du patron de fintech qui a peur de parler en se disant si le régulateur m'entend, mais plutôt presque un pote qui me parle de sa boîte et qui m'explique comment ils sont parvenus à faire. Donc, en fait, ce côté un peu... presque amical, je ne l'obtiens que en face-to-face dans un café. Oui, et puis les discussions justement sur leurs problématiques, leurs enjeux, tu as plus d'échanges comme ça, un peu informels, quand tu rencontres les gens physiquement que sur un Zoom. Finalement, en Zoom, salut, on y va, on enregistre, tu as un peu de small talk peut-être à la fin pour débriefer de l'épisode. Mais c'est pas dans ces contextes-là que tu crées du lien avec les gens. Tout à fait. Après, tu peux avoir quand même moi, j'ai quand même eu des surprises sur certains épisodes anglais. J'en ai 2 en tête où il y a vraiment eu un good vibe et où j'ai senti que les invités étaient hyper
hyper relax, hyper à la cool, et on a gardé des super bons contacts. Et je pense que dès qu'ils sont... C'était américain ou anglais? Non, autrichien et allemand. Ok, Ouais, rien à voir. ouais. non, pas du tout. Ok. Donc ça peut être aussi cool, mais tu dis que tu vas te prendre un café la prochaine fois qu'on se retrouve, je sais pas, à Luxembourg. Souvent, j'ai remarqué que ce qui aidait aussi à avoir un entretien détendu, c'est parce qu'il y a vraiment des personnalités qui sont... un peu glaciales. Et en fait, de pouvoir se parler avant, mais même 10-15 minutes pour un peu casser la glace, avant d'enregistrer, c'est hyper important. C'est-à-dire que les épisodes qui se sont le mieux passés, c'est ceux où j'ai eu le temps un petit peu de me poser, mais même en visio, de discuter et pas tout de suite d'attaquer sur l'interview. Ouais, tout à fait. Avant de parler un peu de tes perspectives, on va reparler un peu de tes épisodes en anglais. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et quels premiers enseignements on peut tirer là, de cette expérimentation? Ouais. Alors bon, j'ai lancé ça en octobre suite à des demandes récurrentes de mon network financier, professionnel. Parce qu'au Luxembourg, tu as 50% d'étrangers. Et donc, moi, au quotidien, en fait, je suis tout le temps en anglais. Donc, mes clients, quasiment dans la majeure partie des cas, j'écris tout en anglais et je fais beaucoup d'anglais. Et ils me disaient, écoute, c'est pénible, je suis frustrée, je peux pas suivre ton podcast. Et donc, ça faisait des années, presque 2 ans et demi qu'ils me disaient ça. Je me suis dit, finalement, je suis une grosse flemmarde. Pourquoi est-ce que je le lance pas en anglais? Parce que, non, mais c'était vraiment de la flemmardise parce que je parle pas comme une native, mais je parle très bien anglais. Ça suffit pour un podcast en anglais. Il fallait juste que je fasse l'effort. Et puis... Alors justement, il faut juste que tu fasses l'effort. C'est quand même un effort important, non? C'est comme si tu créais un deuxième podcast. Donc oui, après, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai repris du podcast francophone. Les trames sont toujours les mêmes. Les invités, je commence pas à parler de cuisine ou de food tech. Et puis, ce qui est top, c'est que ça ouvre le champ des possibles et que je peux aller vraiment investiguer sur d'autres continents, comment ça se passe. Donc ça, c'est vraiment, en fait, tu es tellement récompensé en termes d'acquisition de connaissances quand tu vas sur de l'anglais, et juste pour la barrière de la langue. Voilà. Après, je sais que j'ai perdu, entre guillemets, sur ces épisodes, une partie de mon audience francophone, mais j'acquiers de l'audience anglophone, donc ça, c'est cool. Ouais, tout à fait. Et... alors, autant FinScale en français, là, comme ça, je vois pas trop de concurrents frontal ou de podcasts qui a la même approche que toi, qui soit, qui parle de finances high level, on va dire. Ouais. Autant en anglais, j'imagine que ça doit exister, donc tu te retrouves là peut-être sur je suis sur vraiment podcasts en langue anglaise. Je suis la fourmi, là. Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis la fourmi, et tu sais... C'est quoi les références là, dans ton univers en anglais? Écoute, il y a dans les podcasts, l'un des podcasts que j'adore, c'est Breaking Banks. Il y a aussi 11FS. Donc ça, c'est des podcasts qui sont vraiment mythiques, topissimes. Enfin, vraiment, je suis hyper admirative de ce qu'ils font. Après... tu sais, moi je suis pas sur la course à de l'audience, et je me dis que ça mettra le temps que ça a mis pour l'audience de mon français. Moi, je me souviens que quand je discutais avec mes fils récemment du podcast et de l'audience sur le podcast, il me dit, mais souviens-toi maman, il y a une époque où tu étais tout enthousiaste parce que tu avais 50 écoutes par semaine. Je sais pas si t'imagines. Et je me souviens que je me réjouissais d'avoir 50 écoutes. Alors, quand parfois j'ai des écoutes en berne, ils me disent, attends, souviens-toi de l'époque où tu avais 50 écoutes. Là, on est vraiment sur des référentiels similaires, et je me dis, il n'y a aucun souci. J'ai pas de problème d'ego, tu vois. Et tu sais, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et j'aurai la place qu'on veut bien me donner. Et je pense que je me casserai autant les pieds que pour le francophone, mais... t'as tellement de récompenses, si tu veux, avec les échanges que tu as avec les invités, que je trouve récompensé au centuple. Tu sais, Solène, il va falloir que tu lances la version espagnole. J'ai pensé allemande. J'ai pensé allemande. Ouais, bon, tu touches un peu moins de monde qu'en espagnol. Ouais, mais alors en espagnol, faut que je trouve un partenariat. Alors. Tu parles pas espagnol? Non. Je peux faire en luxembourgeois et en allemand. C'est moins sympa. Elle va ressembler à quoi l'année 2023 de Solène, la podcasteuse? Écoute, maintenir le rythme de façon aussi stricte et régulière qu'aujourd'hui. J'aimerais bien, je te le disais avant qu'on enregistre,
me lancer en vidéo, mais ça me demande là pour le coup tellement d'efforts. J'ai l'impression que c'est tellement d'efforts et j'ai plus de bande passante si tu veux. Donc j'aimerais bien trouver une baguette magique. Je sais pas si on en parlera après parce que je me rends compte que je pourrais toucher encore plus d'audience en ayant un contenu vidéo en plus. Bah, disons que là, tu enregistres quand même dans des lieux assez conviviaux qui sont des hôtels, des choses comme ça. Ouais. Donc, ajouter une couche de captation vidéo dans des lieux existants, c'est vrai que ça demande beaucoup de ressources. Plus que, finalement, d'avoir soit de louer un studio. Oui, alors après, ça peut se faire à la mode Anthony Bourbon. Parce que j'ai eu Anthony sur mon podcast avec Samuel Guez, son associé. Et Anthony, quand il arrive pour l'enregistrement, il vient avec une personne qui fait des prises vidéo. Alors, c'est sûr que si tu as les moyens... Voilà. Nous, c'est vrai qu'on réfléchit toujours en mode... oui, mais tu n'es pas obligé de le faire tout le temps avec... Comment on obtient le meilleur résultat visuel, audio, avec quand même un investissement qui doit rester mesuré. Bon, c'est sûr que si tu mais si tu le fais une fois de temps en temps, et sachant que moi, j'ai 4 prises sur une journée... C'est rentable, tu vois. Je te dis pas systématiquement, mais ça pourrait être une idée. Donc moi, je vais essayer. Je te dis pas que je vais le faire. D'investiguer là-dessus, continuer sur l'anglophone avec un podcast toutes les 2 semaines. Et puis voilà. Mais je pense que c'est déjà tellement. Et puis je vais prendre quand même quelqu'un, je pense, pour m'accompagner. Une assistante ou un assistant. Mais tu es tellement exigeante, je crois que je suis hyper exigeante. C'est compliqué de trouver la bonne personne. Ouais. Bon, si vous êtes ultra bien organisé, que vous anticipez tous les sujets, que vous êtes carré, que vous êtes au taquet sur Notion et Google Spreadsheet. Et que vous avez la passion pour le podcast. La passion pour le podcast. Surtout ça. Est-ce qu'il faut des compétences en finance Non. Oui. Ah, quand même, ouais. Bon, voilà. Bon, perle rare quand même. ouais. Ok. Allez, Solène, tu vas regarder la caméra qui est juste là et tu vas nous donner tes 3 conseils à des auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient eux aussi lancer leur podcast. Alors, le premier conseil, c'est de lancer son podcast parce qu'il n'y a qu'en lançant son podcast qu'on sait si on aime bien faire ça et si on y arrive, etc. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est... Alors voilà, attends, je sais pas, moi, tu m'as pas dit, je suis pas préparée. C'est vrai que je l'ai pas préparé. Deuxième conseil... trouver un sujet qui nous passionne. Voilà, trouver un sujet qui nous passionne parce que si on a envie d'en faire un succès, il faut qu'on soit habité réellement par son sujet et être authentique. Ça, c'est le plus important. Voilà. Donc, si on n'est pas habité par son sujet, on peut difficilement être authentique pour lancer son podcast. Et troisième... oui, il ne faut pas attendre que ce soit parfait pour lancer. Donc, alors je dis ça, moi, en fait, il faut réécouter les premiers épisodes, vous comprendrez un petit peu l'évolution. C'est un petit peu amélioré quand même au fil des années et j'ai pas du tout honte, je les laisse, je vais pas les retirer parce que ça fait partie de mon DNA. Mais donc, voilà, pas attendre que ce soit 100% parfait pour lancer les premiers épisodes. Ça te va comme conseil ? Ça me va, ouais, très bien. C'est des conseils que j'aurais pu donner aussi. Donc, ouais, très bien. Merci beaucoup Solène, c'était très cool. C'était très chouette de découvrir ton univers, tes coulisses. Même moi qui travaille très régulièrement avec toi, hein, parce que encore une fois, Finscale fait partie d'Orso Media, j'ai découvert des choses, donc j'étais très content. Je te souhaite une très belle année 2023 et en tout cas de remplir tes objectifs. Mais il n'y a pas de raison. Si tu gardes cette régularité et cette organisation, voilà, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Merci Christopher. À bientôt Solène, salut.